Dans la nuit du 25 juillet 1943, Benito Mussolini fut écarté par les siens. Le Grand Conseil du fascisme vota son départ et le roi ordonna son arrestation. Ainsi prit fin son pouvoir à Rome, sans tir ni protestation, seulement avec un vote et un ordre. On le transféra en secret, on l'isola, et plus tard, il fut libéré par les Allemands pour prendre la tête d'un nouveau gouvernement au nord. Mais il ne commandait plus. Le pays était divisé. Au sud, le roi sous protection alliée. Au nord, une république fasciste soutenue par les troupes nazies. L'Italie entra dans une guerre civile. Partisans, miliciens, occupation et violence. Mussolini ne contrôlait plus rien. Sa figure s'éteignit entre trahison, vengeance et chaos. À la fin, il fut capturé. Il n'y eut pas de procès. Avec lui tomba le régime, mais pas son souvenir. Des décennies plus tard, son nom divise toujours. Quelle fut, réellement, la fin de Benito Mussolini? L'ascension du Duce, violence, symbole et manipulation. Avant de devenir dictateur, Benito Mussolini fut un jeune agitateur. Il naquit dans une famille pauvre du nord de l'Italie. D'idées fortes et de caractère impulsif, il se lança rapidement en politique. Il commença comme socialiste. Il écrivait dans des journaux, parlait dans des meetings et disait défendre les travailleurs. Mais lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale, quelque chose changea. Tandis que son parti demandait la paix, il demanda la guerre. Il fut expulsé. À partir de là, il commença à créer son propre chemin. En 1919, il fonda un nouveau mouvement. Il l'appela Fasci di Combattimento. Il était formé d'anciens soldats, de nationalistes, de jeunes sans but, d'hommes frustrés par une Italie qui ne leur donnait pas de réponse. Ils portèrent des chemises noires comme uniformes. Ils allèrent dans les villages et les villes en attaquant les sièges de syndicats, de coopératives, de partis de gauche. Ils cassaient, brûlaient, frappaient, tout au nom de l'ordre, de la patrie et de la force. L'État regardait ailleurs. Souvent, les grands entrepreneurs, les propriétaires terriens et même les forces de sécurité préféraient ces violents aux travailleurs qui demandèrent des droits. Ainsi, le fascisme commença à croître. Il ne gagnait pas les élections. Il avançait à coups. Mussolini était le chef, celui qui parlait à voix haute, celui qui promettait de récupérer la fierté de l'Italie. Il utilisait des symboles de l'ancien empire romain, étendard, salut, mots comme empire, destin, renaissance. Tout cela faisait partie du spectacle. Il ne voulait pas seulement le pouvoir. Il voulait créer une image qui effrayait, qui rendait amoureux, qui faisait sentir aux Italiens qu'ils devaient le suivre. En 1922, il organisa la marche sur Rome. Ce ne fut ni une bataille, ni une révolution. Ce fut une démonstration de force. Des milliers de chemises noires marchèrent vers la capitale. Le gouvernement ne répondit pas. Le roi, au lieu de les arrêter, le nomma Premier ministre. C'est ainsi que Mussolini arrive au pouvoir, sans gagner aux urnes, sans tirer une arme, seulement avec la peur, le soutien des riches et un pays fatigué des crises. À partir de ce moment, tout changea. Mais ce changement n'arriva pas d'un coup. Ce fut pas à pas. D'abord, le silence. Ensuite, le contrôle. Plus tard, la dictature. Et tout avait commencé avec une chemise noire, un poing fermé et une idée qui se répétait sans cesse. L'Italie a besoin d'un homme fort. Peur et contrôle, ainsi fonctionnait le régime fasciste. Une fois au pouvoir, Mussolini ne tarda pas à montrer comment il pensait gouverner. Il ne le fit pas avec des lois justes ni avec le dialogue, il le fit avec la peur. Dès le début, l'objectif fut clair, réduire au silence ceux qui ne pensaient pas de la même manière. L'un des premiers à l'affronter fut Giacomo Matteotti, un député qui osa dénoncer les fraudes et la violence utilisées par le fascisme pour gagner les élections. Peu après avoir prononcé son discours, il fut enlevé et assassiné. Le message fut clair, quiconque parlait, payait. À partir de là, le régime ferma tous les espaces. La presse libre disparut. Les syndicats indépendants furent interdits. Les partis qui n'étaient pas fascistes furent dissous. Les radios n'émettaient que la voix du DUS. Les écoles enseignaient ce que le régime ordonnait. Tout n'était qu'une seule voix. Tout tournait autour d'une seule figure. Mais le contrôle ne terminait pas là. Mussolini créa une police secrète spéciale, l'OVRA. Sa fonction était de surveiller, ficher, suivre, espionner.
Ils étaient partout. N'importe qui pouvait être observé. Il n'était pas nécessaire d'être militant pour figurer sur la liste. Parfois, il suffisait d'une opinion, d'une suspicion ou d'une lettre mal interprétée. Les arrestations étaient fréquentes. Beaucoup étaient envoyés en exil intérieur, dans des îles reculées ou des villages lointains, sans jugement. D'autres finissaient dans des camps de concentration. Oui, l'Italie aussi eut les siens, avant même le début de la guerre. On y enfermait des opposants, des communistes, des juifs, des dissidents de toutes sortes. La répression n'était pas seulement physique, elle était aussi mentale. La peur d'être entendu, d'être trahi, d'être le prochain. En même temps, on construisait une image de grandeur, affiches, défilés, statues. Mussolini apparaissait comme le sauveur de l'Italie. Il se montrait dans les usines, dans les champs, dans les travaux publics. Il parlait depuis des balcons, criait des slogans, saluait le bras levé. Pendant ce temps, dans l'ombre, toute dissidence était éliminée. La propagande était un outil central. Elle montrait le DUS comme fort, sage, presque invincible. Les images se répétaient dans les livres scolaires, les films, les monnaies. L'histoire officielle ne racontait qu'une partie. L'autre, celle qui parlait de persécution, de censure, de torture, restait cachée. Tout était conçu pour durer, pour que personne ne puisse penser différemment. Pour que l'obéissance ne soit pas un choix, mais une condition de vie. Peu importait si le pays avançait ou stagnait. Ce qui importait, c'était que personne ne défie le pouvoir. C'est ainsi que le régime se maintint pendant des années, non seulement avec des applaudissements sur la place, mais aussi avec des portes fermées, des voix tues et une surveillance constante. Et bien que dans les rues, tout semblât en ordre, le véritable contrôle résidait dans les murmures, dans la crainte, dans le fait de savoir que dire ce que l'on pensait pouvait coûter cher. La trahison au palais, le coup d'État qui mit fin au fascisme. Dans la nuit du 25 juillet 1943, le Grand Conseil du fascisme se réunit pour la dernière fois. Ce fut une longue séance, pleine de tensions, qui dura plus de 9 heures. Des 26 membres présents, 19 votèrent pour retirer le pouvoir à Benito Mussolini. Le même après-midi, le roi Victor Emmanuel III l'appela à une audience, lui communiqua qu'il serait remplacé par le maréchal Pietro Badoglio et ordonna son arrestation à l'intérieur du palais du Quirinal. Il n'y eut ni protestation ni tir. Ce fut une manœuvre interne entre des fascistes lassés et une monarchie qui voulait reprendre le contrôle du pays. Le Grand Conseil avait été créé comme l'organe suprême du parti fasciste. Mais avec le temps, il devint un groupe décoratif. Mussolini le gérait à sa guise. Il décidait quand se réunir, quels sujets traiter et qui pouvait participer. Depuis 1939, il n'avait pas été convoqué. Et la dernière fois, ce fut seulement pour confirmer que l'Italie n'entrerait pas en guerre. Lorsqu'il le convoqua de nouveau en juillet 1943, il le fit avec confiance. Il pensait que personne n'oserait le contredire. Il commença la réunion avec son style habituel, sûr de lui, autoritaire, ne laissant place à aucun doute. Mais cette nuit ne fut pas comme les autres. Dino Grandi, un homme politique vétéran du régime, présenta une motion qui, sans le dire directement, retirait à Mussolini le commandement de l'armée et le rendait au roi. Le texte était écrit avec soin, pour que chacun l'interprète comme il le souhaitait, comme une réforme ou comme le début de la fin du fascisme. Grandi n'agissait pas seul. Il avait le soutien de figures comme Giuseppe Bottai et Galeazzo Ciano, le gendre de Mussolini. Il voulait changer les choses de l'intérieur, sans provoquer un chaos plus grand. Certains pensaient encore que le fascisme pouvait continuer, mais sans le DUS. C'est pourquoi la motion fut conçue pour attirer même les indécis. La réunion s'échauffa. Mussolini parle beaucoup de questions militaires, mais évite de parler de politique. Grandi l'affronta sans détour et le blâma pour le désastre dans lequel se trouvait l'Italie. Ciano vota contre lui. Le Duce, pour la première fois, sembla ne pas savoir comment réagir. Pendant une pause, ceux qui étaient contre lui gagnèrent plus de soutien. Enzo Galbiati, chef de la milice fasciste, tenta d'intimider en disant que les chemises noires étaient prêtes près de Rome. Mais personne ne se laissa intimider. Le vote se poursuivit sans problème. Personne ne se leva pour le défendre. Mussolini, confiant que le roi resterait de son côté, avertit que cela pourrait provoquer une crise. Mais il ne fit rien. La motion fut approuvée. 19 voix pour, 7 contre, une abstention. En silence.
mais ce fut un coup direct, et il ne réalisa pas ce qui venait de se passer. Le même après-midi, il se rendit au palais royal comme si de rien n'était. Il pensait négocier. Mais on l'attendait avec un mandat d'arrêt. Il sortit escorté par des carabiniers, sans applaudissements ni adieu. L'homme qui avait eu tout le pouvoir s'en allait en silence. Ce n'est ni une révolution, ni une défaite militaire qui le renversa. Ce furent les siens, ceux qui ne voulaient plus suivre ses ordres. Ils le renvoyèrent pour sauver ce qui restait du pays, et d'eux-mêmes. Chaque vote montrait un motif différent. Certains le firent par conviction, d'autres par peur, et certains, simplement, pour ne pas être associés à sa chute. Ce qui est certain, c'est que cette nuit marqua le début de l'effondrement du fascisme de l'intérieur. Plus tard, plusieurs de ces mêmes hommes seraient persécutés ou fusillés lorsque Mussolini revint dans le Nord soutenu par les nazis. Mais cette nuit, celle du 24 au 25 juillet, fut la plus longue pour le régime, et elle marqua le début de la fin. L'arrestation du DUS, la chute de Mussolini. L'après-midi du 25 juillet 1943, quelques heures après avoir perdu le soutien de son cercle le plus proche, Benito Mussolini fut convoqué par le roi Victor Emmanuel III au palais du Quirinal. La réunion se termina par son arrestation. Sans résistance, il fut escorté par des carabiniers jusqu'à un véhicule militaire qui l'éloigna de Rome. Très peu savaient où on l'emmenait. Tout se passa rapidement et en silence. Mussolini portait son uniforme, n'était pas armé et obéit aux ordres sans dire un mot. On le transféra d'abord dans une base à l'extérieur de la ville. Puis commença une série de déplacements entre différents points, toujours en secret. On le maintenait isolé pour éviter toute tentative de sauvetage ou contact avec ses partisans. Il passa par Ponza, puis la Maddalena, jusqu'à être enfermé dans un hôtel au sommet du Gran Sasso, une zone montagneuse difficile d'accès. Un petit groupe de soldats le gardait et il n'avait aucun moyen de savoir ce qui se passait dans le reste du pays. La même nuit, la radio officielle annonça le changement de commandement. Le roi assumait la direction de l'État et nommait le maréchal Pietro Badoglio comme nouveau chef du gouvernement. Dans son premier message, il affirma que l'Italie resterait aux côtés de l'Allemagne, bien qu'on parlât déjà en privé de changer de cap. L'activité du parti fasciste fut suspendue. Le Grand Conseil dissous. Le couvre-feu fut déclaré. Des troupes loyales occupèrent des bâtiments stratégiques et des bureaux de l'État. Tout fut organisé pour maintenir le calme et éviter les désordres. Badoglio n'était pas un opposant au régime, mais il ne faisait pas non plus partie du groupe le plus engagé envers Mussolini. Son rôle était de maintenir le fonctionnement du pays sans faire de bruit. Berlin fut informé du changement de gouvernement, mais pas de l'arrestation. L'Allemagne avait encore des troupes en Italie et Hitler continuait de considérer Mussolini comme son allié. Le gouvernement italien décida de ne pas donner de détails pour gagner du temps. La méfiance entre les deux pays commençait déjà à se faire sentir. Au sein de l'appareil d'État, la réponse fut ordonnée. Personne ne se rebella. Les hauts commandements, les fonctionnaires, les diplomates, tous continuèrent leurs tâches. Certains furent remplacés, on récupéra des drapeaux et des blasons antérieurs au régime, et des structures que le fascisme avait mises de côté revinrent. Mais il n'y eut pas de grandes réformes. Tout continua avec les mêmes pièces, seulement sur un autre échiquier. Les rues ne se remplirent pas de monde. Il n'y eut ni protestation, ni célébration. Seul le silence s'imposa. Un silence qui ne disait pas tout, mais qui laissait clairement entendre que quelque chose s'était brisé. Le peuple brise le silence. Tandis que Mussolini était conduit en secret vers son lieu d'enfermement et que le nouveau gouvernement de Badoglio prenait le contrôle de l'État, dans les rues, les gens commençaient à apprendre ce qui s'était passé. Il n'y eut pas d'annonce directe ni d'appel à manifester, mais la nouvelle filtra rapidement. En quelques heures, ce qui n'était au début qu'un commentaire isolé devint une certitude partagée. Mussolini n'était plus au pouvoir. Le message officiel, transmis par la radio d'un ton sérieux et mesuré, ne faisait que confirmer le changement de gouvernement. Il ne donnait pas de nom, n'offrait pas d'explication. Malgré tout, cela suffit pour que la population comprenne l'essentiel. Dans de nombreux quartiers de Rome, de petits groupes se réunirent sur les places et au coin des rues. Ils montraient des drapeaux sans l'emblème fasciste, chantaient des chants patriotiques, saluaient le roi. Bien que le couvre-feu fût en vigueur, les gestes se multipliaient sans que personne ne les arrête. Ce n'étaient pas des foules, mais des signes clairs que quelque chose avait changé. Il n'y eut pas de trouble.
Au lieu de violence, ce qui émergea fut une sorte de nettoyage spontané. On arracha des portraits, des blasons, des insignes. De nombreux commerces retirèrent l'image du Doucet de leurs vitrines. Certains policiers regardaient en silence. D'autres aidèrent même. Personne ne l'ordonna. Personne ne s'y opposa. Des villes comme Milan, Bologne, Turin ou Florence connurent des scènes similaires. Ouvriers, étudiants, voisins descendirent dans la rue sans plan ni appel. Ils attendaient depuis des années un espace pour dire quelque chose. Cette nuit-là, enfin, ils purent le faire. Dans le sud du pays, où la présence allemande était déjà plus marquée, la réaction fut plus réservée. Mais même là, on remarqua des signes de soulagement. Des gens qui osaient commenter à voix basse ce qu'ils ne faisaient qu'imaginer auparavant. Pendant plus de 20 ans, la figure de Mussolini avait fait partie du paysage, dans les livres, dans les écoles, sur les monnaies, à la radio. Sa chute ne fut pas seulement une nouvelle, ce fut un changement qui se fit sentir émotionnellement. Pour certains, ce fut une libération. Pour d'autres, un vide étrange. Il y eut ceux qui ne savèrent pas comment réagir. Beaucoup avaient vécu et travaillé sous son régime toute leur vie. Au lieu de scandales, il y eut des gestes. Les statues ne furent pas abattues. Elles cessèrent simplement d'avoir de l'importance. Les librairies retirèrent ses biographies. Les maisons d'édition arrêtèrent l'impression de textes fascistes. La propagande cessa brusquement, et personne ne la réclama. Tous ne le rejetèrent pas non plus. Dans les villages de l'intérieur, dans les secteurs plus religieux ou conservateurs, il restait encore du respect. Certains le voyaient comme un symbole d'ordre. D'autres ne savaient tout simplement pas quoi dire. Mais il n'y eut pas de groupe qui sortirent pour le défendre. La milice fasciste n'agit pas. Les bureaux du parti fermèrent sans résistance. Ce fut une fin sans bruit. La presse, qui jusqu'à ce jour était sous contrôle total, opéra un virage soudain. Là où il y avait des louanges auparavant, apparurent des mots comme « renaissance »,« unité »,« dignité ». Les images du roi revinrent. On parle de l'armée comme protectrice de la nation. La censure ne fut pas levée, mais elle changea d'objectif. On cessa de parler de Mussolini, du parti aussi. Ce n'était pas le moment de discuter, c'était le moment de se taire. Ce qui s'effondra, ce fut l'image du fascisme, mais pas sa structure. Les bâtiments restèrent occupés par les mêmes personnes. Les bureaux fonctionnèrent comme d'habitude. Seules les photos au mur changèrent. Beaucoup ressentirent un soulagement. Mais il n'y avait pas de raison de faire la fête. La guerre continuait. Les bombes continuaient de tomber. Et les Allemands étaient toujours en territoire italien. Ce qui allait suivre était une grande inconnue. Et bien que le Duce ne fût plus là, personne ne savait avec certitude ce que cela signifiait pour l'avenir. Le vide du pouvoir. Bien que le Duce ne fût plus là et que les rues eussent réagi avec calme, au sommet du pouvoir, les choses ne changèrent pas énormément. Le nouveau gouvernement, avec Badoglio à sa tête, prit le contrôle sans rompre complètement avec le passé. Les bureaux continuèrent de fonctionner, les lois ne furent pas modifiées, et ceux qui étaient aux commandes étaient, pour la plupart, les mêmes qu'avant. Le système mis en place par le fascisme restait en place, seulement sans sa figure centrale. Les partis qui avaient été fermés des années auparavant ne furent pas rouverts. Aucune élection ne fut convoquée. Personne ne fut invité à participer à quoi que ce soit. On choisit de laisser tout comme c'était, mais sans bruit. Dès le premier jour, l'état de siège fut déclaré. Les droits fondamentaux furent suspendus. La censure continua. La police et les services de contrôle créés par le régime continuaient de travailler, bien qu'avec d'autres ordres. Le gouvernement avait peur de ce qui pourrait se passer à l'intérieur du pays, mais surtout, il craignait ce qui pourrait venir d'Allemagne. De nombreux fonctionnaires conservèrent leur poste. D'autres furent remplacés, mais pas par de nouvelles personnes, mais par d'autres figures du même entourage. L'État continuait de fonctionner, mais sans direction claire. Les décisions étaient lentes, les ordres n'étaient pas toujours compris. Tout semblait se mouvoir par habitude, pas par une idée nouvelle. Le roi, qui avait décidé de destituer Mussolini, retrouvait maintenant de l'importance, mais il ne cherchait pas à ouvrir le jeu. Il voulait seulement que rien ne dégénère. Il avait une confiance totale dans les militaires. En revanche, il regardait le peuple avec distance. Les marches furent interdites, les opposants surveillés, et aucun geste qui ressemblait à une ouverture démocratique ne fut autorisé. La seule chose qui fut modifiée fut la partie visible. On retira quelques symboles du fascisme et on récupéra d'anciens drapeaux et blasons.
Le reste resta inchangé. Pendant ce temps, Hitler ne savait pas encore que Mussolini était prisonnier. Officiellement, l'Italie restait son allié. Le nouveau gouvernement italien disait une chose en public, mais en secret, il commençait à chercher une autre issue. Des contacts secrets furent établis avec les Alliés, par l'intermédiaire de pays tiers. Ils voulaient se rendre, mais sans que l'Allemagne n'occupe tout le pays. Les Alliés, de leur côté, n'acceptaient qu'une reddition sans condition. L'Allemagne, de son côté, commença à avoir des soupçons. Elle renforçait déjà sa présence dans le nord de l'Italie. L'armée allemande préparait des plans au cas où l'Italie déciderait de changer de camp. Chaque jour qui passait, l'équilibre devenait plus fragile. Pendant que cela se produisait entre les gouvernements, les gens dans les villes continuaient d'attendre. Il n'y avait pas de signaux clairs. Mussolini ne commandait plus, mais la guerre continuait. Les bombes ne s'arrêtèrent pas, la nourriture manquait, les transports s'effondraient, et la propagande continuait d'insister sur le fait que tout restait pareil. Le nouveau gouvernement n'avait pas de soutien réel. Personne ne l'avait élu, et le vide laissé par le fascisme n'avait pas été comblé. Le parti fasciste avait été dissous, mais il n'avait été remplacé par rien. Il n'y avait pas de canaux pour exprimer son opinion, ni d'espace pour s'organiser. Le pays continuait de tourner avec une structure qui n'avait plus de direction. Tout fonctionnait par inertie. On parlait de transition, mais personne n'expliquait vers où. Cet été-là, l'Italie resta en suspens. Elle n'était ni avec l'Axe ni avec les Alliés. Elle n'était pas fasciste, mais pas autre chose non plus. Badoglio gouvernait sans écouter personne, sans ouvrir de porte, sans montrer une issue claire. Mais depuis le sud, les Alliés avançaient. Depuis le nord, l'Allemagne pressait. Et au milieu, tout restait pareil, bien que plus rien ne le fût. Le pacte secret qui incendia l'Italie. Tandis que le nouveau gouvernement tentait de maintenir le pays sans faire de vagues, il était confronté à un problème de plus en plus urgent. Comment sortir de la guerre sans provoquer la prise de contrôle totale par l'Allemagne? Dans les discours, il continuait de parler d'unité avec l'Axe, mais en secret, il cherchait déjà comment se rendre aux Alliés. Dès la fin juillet, ils commencèrent à envoyer des émissaires dans des pays neutres comme l'Espagne, le Portugal et la Suisse. L'objectif était clair, ouvrir un canal avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Le principal responsable de ces démarches fut le général Giuseppe Castellano. Il devint le visage des négociations pour l'Italie. Le gouvernement ne cherchait pas une reddition quelconque, il voulait rendre les armes sans que tout s'effondre. Son plan était de maintenir la monarchie, de conserver une partie de l'armée et d'empêcher les Allemands d'occuper le pays. Mais les Alliés n'offraient pas de conditions. Ils demandaient une reddition totale, pas de pactes à demi-mesure. Il n'y avait pas de confiance entre les partis. Les Alliés voyaient en Badoglio et ses ministres les mêmes qui avaient soutenu Mussolini. Ils soupçonnaient que tout cela était une manœuvre pour gagner du temps. Malgré tout, ils comprenaient que si l'Italie sortait de la guerre, ils pourraient avancer plus rapidement dans le sud de l'Europe. Les conversations furent lentes et très discrètes. Si l'Allemagne l'apprenait, elle pourrait réagir immédiatement. Finalement, le 3 septembre, en Sicile, l'accord fut signé. Castellano le signa pour l'Italie, le général Bedell Smith pour les Alliés. L'engagement était clair. L'Italie cessait d'attaquer les Alliés et commençait à collaborer avec eux. Le gouvernement italien demanda quelques jours pour se préparer. Il voulait organiser au moins une défense de base, sachant que les Allemands ne resteraient pas inactifs. Les Alliés acceptèrent, mais fixèrent une limite. Le 8 septembre, la reddition devait être annoncée publiquement. Pendant cette semaine, tout fut confusion. Il n'y eut pas de plan clair. De nombreuses unités militaires ne savèrent pas ce qui se passait. Plusieurs généraux n'étaient même pas au courant de l'accord. L'armée italienne, bien que grande, était mal répartie et mal communiquée. Les Allemands, en revanche, avaient déjà tout prévu. Ils avaient préparé l'opération Axe, un plan détaillé pour occuper l'Italie si la trahison se confirmait. Le 8 septembre, depuis Alger, le général Eisenhower annonça à la radio que l'Italie s'était rendue. À Rome, Badoglio parle à la nation. Il dit, de manière ambiguë, que le gouvernement avait demandé un armistice. Il n'expliqua rien de plus. Il ne nomma pas l'Allemagne. Il ne donna pas d'instructions. La réaction fut le chaos. En quelques heures, les troupes allemandes prirent des positions clés dans le nord et le centre du pays. Elles entrèrent dans des villes comme Rome, Florence et Milan sans rencontrer de résistance. La chaîne de commandement italienne s'effondra. Personne ne savait à qui obéir.
Le 9 septembre, le roi et Badoglio s'enfuirent vers le sud, sous la garde des Alliés. Ils laissèrent les soldats et la population sans guide. Des milliers de militaires italiens furent capturés sans combattre. D'autres tentèrent de résister, mais il n'y eut ni organisation ni soutien. Ce qui devait être le début de la paix se transforma en une nouvelle occupation. Avec la reddition, l'alliance avec l'Allemagne fut également rompue. Mais pas seulement cela. L'idée de pays fut brisée. Le Nord passa sous contrôle nazi. Hitler prévoyait déjà de ramener Mussolini pour le mettre à la tête d'un gouvernement à sa mesure. Le Sud passa aux mains des Alliés. Au milieu, une résistance armée commença à émerger. La guerre ne se termina pas avec la reddition. Elle changea de forme. Ce n'était plus seulement une lutte entre pays. C'était désormais aussi une lutte entre Italiens, entre ceux qui restaient fidèles au fascisme et ceux qui voulèrent s'en débarrasser pour toujours. Un pouvoir emprunté. Après que l'Italie eut annoncé sa reddition et que l'armée allemande eut occupé le nord du pays, Hitler décida d'agir. Il ne voulait pas perdre complètement son vieil allié, alors il ordonna de secourir Mussolini. Le plan était de l'utiliser comme figure centrale d'un nouveau gouvernement dans la zone désormais contrôlée par les troupes nazies. Depuis juillet, Mussolini était enfermé dans un lieu secret, un hôtel au sommet du Gran Sasso, une zone montagneuse difficile d'accès. Là, il était maintenu isolé, sans contact avec personne. Mais les services allemands réussirent à le localiser. Le 12 septembre, un groupe de soldats d'élite descendit en planeur sur le toit de l'hôtel. Ils ne tirèrent pas un seul coup de feu. Ils entrèrent, prirent les lieux et sortirent le Duce dans un petit avion. Il fut d'abord emmené en Allemagne, où il rencontra Hitler. Puis il fut renvoyé en Italie avec la mission de diriger un nouveau gouvernement fasciste, cette fois complètement sous contrôle allemand. Le 23 septembre fut annoncée la création de la République sociale italienne, dont le siège était dans le village de Salo, au nord du pays. L'Italie fut divisée en deux. Au sud, le roi et Badoglio travaillaient avec les Alliés. Au nord, Mussolini tentait de façonner un nouveau régime, mais sans pouvoir réel. Tout ce qui était important était décidé par les Allemands. Les soldats, la sécurité et même les ordres principaux venèrent de Berlin. Le nouveau régime voulut se montrer comme un fascisme plus dur, plus pur. De nouvelles milices furent formées, une police spéciale et la propagande furent réactivées. Le message était clair. La chute de juillet avait été une trahison et il fallait maintenant punir les coupables. On accusait le roi, Badoglio et les Alliés d'avoir livré le pays. On appelait à lutter contre les envahisseurs et contre les Italiens qui ne suivaient plus le Duce. Mais cette nouvelle tentative de gouvernement fut mal accueillie. De nombreux anciens dirigeants fascistes n'étaient plus là. Certains avaient fui, d'autres étaient restés dans le sud. Ce qui entourait maintenant Mussolini était un groupe de fanatiques, d'opportunistes et de figures extrêmes. Ils cherchèrent la vengeance plus que gouverner. Le peuple ne soutenait pas cette nouvelle version du régime. Le pays était épuisé. Beaucoup fuyaient vers le sud. D'autres commençaient à rejoindre des groupes de résistance. La peur était le principal outil de contrôle, arrestation, répression et menaces. Il n'y avait pas d'élection, ni de participation citoyenne, ni de confiance. Cette république de Salo ne fut pas un nouveau départ. Ce fut une réaction désespérée. Un gouvernement sans base, sans soutien réel, et soutenu uniquement par la force militaire d'un autre pays. Mussolini n'était plus le dirigeant fort d'avant. Il était plus faible, malade et isolé. Il gouvernait sans commander. Sa figure restait sur les affiches, mais elle ne suscitait plus l'obéissance. Ce qui commença à Salo n'était pas une continuité, mais une copie vide du pouvoir qu'il avait perdu. Le pays, pendant ce temps, restait divisé. Et la lutte entre Italiens ne faisait que commencer. Vérone, le procès de la haine. Tandis que la République de Salo tentait de se maintenir avec l'aide allemande, ses dirigeants cherchaient comment se montrer fermes face à un pays de plus en plus divisé. Le nouveau régime avait besoin d'envoyer un signal clair. Et il choisit de le faire en punissant les siens, ceux qui, au sein du fascisme, avaient voté contre Mussolini des mois auparavant. En janvier 1944, dans la ville de Vérone, un procès fut organisé contre plusieurs anciens hiérarques qui avaient fait partie du régime pendant des années. Tous avaient soutenu la motion du 25 juillet 1943, celle-là même qui avait entraîné la chute du Duce. Pour le nouveau gouvernement, c'était une trahison. Les accusés n'étaient pas des inconnus. Parmi eux se trouvait Galeazzo Ciano,
gendre de Mussolini et ancien ministre des Affaires étrangères, Giovanni Marinelli, Emilio De Bono, Lucio Gottardi et Carlo Pareschi. Ils avaient occupé des postes importants et étaient maintenant désignés comme coupables d'avoir livré le pouvoir. Le procès se déroula en quelques jours. Il n'y eut pas de place pour une véritable défense. Les condamnations étaient déjà décidées avant même le début. Le tribunal fut créé par le régime lui-même. Ces juges étaient fidèles au nouveau fascisme. Tout fut préparé comme une démonstration de force, pas comme une recherche de justice. Mussolini ne participa pas directement, mais suivit l'affaire de très près. Il voulait montrer de la décision, tant face à ses partisans les plus radicaux qu'à Hitler, qui exigeaient une réponse dure. Le cas de Ciano fut le plus délicat, non seulement en raison de son poids politique, mais aussi parce qu'il faisait partie de la famille. Son épouse, Eda, fille du Duce, tenta de le sauver. Elle demanda de l'aide à son père, parla à des intermédiaires, chercha à empêcher l'exécution. Mais elle n'obtint rien. Mussolini n'intervint pas. Son silence marqua la fin. Le 11 janvier, les condamnations à mort furent prononcées. Le 15, les 5 principaux accusés furent fusillés dans la caserne de San Procolo. De Bono avait plus de 80 ans. Cela n'eut aucune importance, ni le passé, ni les liens familiaux. Le message était clair, le nouveau régime ne pardonnait pas. Les exécutions ébranlèrent toute l'Italie. Certains au sein du régime les célébrèrent comme une preuve d'autorité. Pour la majorité, ce fut un signe de désespoir. Il ne s'agissait plus de gouverner, mais de punir. Après le procès, le régime durcit sa politique. On persécuta les militaires à la retraite, les anciens fascistes modérés et les civils soupçonnés de sympathiser avec le Sud ou avec les partisans. La peur devint la seule forme de contrôle. Eda s'enfuit en Suisse. Elle emporta avec elle les journaux personnels de Ciano, où il avait consigné ses années au pouvoir. Ces textes, publiés plus tard, révélèrent des détails qui ternirent encore davantage l'image de son beau-père. À partir de Vérone, il devint clair que le régime de Salo n'essayait plus de construire quoi que ce soit. Il cherchait seulement à survivre, en éliminant quiconque pouvait représenter une menace. Pour Mussolini, permettre ses morts ne fut pas une démonstration de force, mais d'isolement. Il ne commandait plus par respect. Il ne restait que l'obéissance par peur. Guerre civile, l'Italie contre elle-même. Après le procès de Vérone et avec le pays déjà divisé, l'Italie entra dans sa période la plus douloureuse. Il ne s'agissait plus seulement d'une guerre avec des fronts définis. Maintenant, la lutte se déroulait dans les villages, dans les montagnes, entre les familles, entre les voisins. C'était une guerre au sein même du pays. Dès l'automne 1943, 2 gouvernements se partagèrent le territoire. Au sud, celui de Badoglio avec le soutien allié. Au nord, la République de Salo, créée par les nazis et dirigée par un Mussolini sans pouvoir réel. Entre les deux, le chaos s'installa. La guerre devint quotidienne, et la violence, une partie de la vie. Les troupes allemandes, avec leurs alliés fascistes, occupèrent les zones clés. De nombreux Italiens furent livrés à eux-mêmes, sans information, sans chef, sans savoir à qui faire confiance. Dans ce vide, la résistance commença à croître. Au début, ce furent des groupes isolés. Mais avec le temps, ils s'unirent sous un même objectif, libérer le pays et mettre fin au fascisme. Dans les montagnes et dans les campagnes, apparurent les premières brigades. Il y avait des communistes, des socialistes, des libéraux, des catholiques, des républicains. Tous ne pensèrent pas de la même manière, mais ils s'accordaient sur une chose. Ils voulaient que l'Italie change. Ils tendaient des embuscades, coupaient les lignes de train, attaquaient les positions ennemies. Chaque action avait un coût. Pour chaque attaque, les représailles étaient brutales. Les occupants répondaient par des massacres. Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, les fosses ardéatines. Dans chaque cas, des dizaines ou des centaines de civils furent assassinés. Le message était toujours le même, semer la peur. Le régime de Salo créa de nouvelles forces de répression. La Brigade Noire, la police républicaine, les escadrons spéciaux. De nombreux jeunes furent obligés de s'enrôler. Celui qui refusait était exécuté ou envoyé en prison. La propagande appelait à lutter contre les traîtres, mais les punitions s'abattaient sur n'importe qui. La violence ne venait pas seulement d'en haut, elle se vivait au quotidien. La guerre brisa des familles, détruisit des amitiés, opposa des pères à leurs fils. La peur d'être dénoncé ou désigné était partout. Dans cette guerre, l'ennemi pouvait être dans la maison d'à côté. Pendant ce temps,
Les Alliés avançaient depuis le sud, mais lentement. Le centre du pays devint une zone de bataille constante. Les fascistes et les partisans s'affrontaient pour des quartiers, pour des villages, pour des rues. L'Italie était une terre divisée dans tous les sens du terme. En 1944, les groupes de résistance se renforcèrent. Dans certaines zones libérées, ils arrivèrent à monter des écoles, des hôpitaux, des imprimeries, de petites formes de gouvernement. Elles ne durèrent pas longtemps, mais elles montrèrent qu'il était possible d'imaginer une autre Italie. Une Italie différente de celle qu'elle avait été. Les femmes jouèrent un rôle clé. Elles portèrent des messages, soignaient les blessés, aidaient à organiser les combattants. Elles n'étaient pas seulement en marge, elles étaient au centre de la lutte. Ce fut une époque de sang, de pertes et de peurs, mais aussi de décision, de prendre parti, d'agir. Pour beaucoup, ce fut la première fois qu'ils sentirent qu'ils avaient une voix. La guerre ne portait pas seulement sur le territoire, elle portait sur le sens du pays. Et bien que le prix fût élevé, beaucoup la ressentirent comme le début de quelque chose de nouveau. Capturés, fusillés et pendus sur la place publique. À la fin d'avril 1945, tout s'effondrait. Les troupes alliées continuaient d'avancer depuis le sud. Les partisans gagnaient du terrain depuis le nord. La République de Salo ne pouvait plus se maintenir. Mussolini, sans pouvoir, sans direction et de plus en plus seul, décida de s'échapper. Il cherchait à atteindre la Suisse, peut-être pour fuir un procès, peut-être dans l'espoir de recevoir de l'aide allemande. Il partit déguisé, vêtu d'un manteau militaire allemand. Il voyageait dans un convoi avec sa compagne, Clara Petacci, et d'autres fonctionnaires. Ils se dirigeaient vers le nord, mais n'allèrent pas loin. Le 27 avril, à Dongo, au bord du lac de Côme, un groupe de partisans arrêta les véhicules. En les inspectant, ils découvrirent qui il était. La décision avait été prise auparavant. Si Mussolini tombait, il n'y aurait pas de procès, il n'y aurait pas de délai. Le 28 avril, ils l'emmenèrent dans une maison rurale à Giulino di Mezzegra. Là, lui et Petacci furent fusillés. L'ordre fut exécuté par Walter Audisio, connu sous le nom de Colonnello Valerio. Le lendemain, les corps furent transférés à Milan. Sur la Piazzale Loreto, ils furent pendus la tête en bas, à côté de ceux d'autres hiérarques. Cette place n'était pas n'importe laquelle. Des mois auparavant, 15 partisans y avaient été fusillés. Maintenant, c'était le théâtre d'une vengeance publique. Les gens s'approchèrent, crièrent, insultèrent, lancèrent des pierres. Il n'y eut pas de protocole, il n'y eut pas de calme, seulement de la rage accumulée. Les images firent le tour du monde. Les gouvernements alliés n'intervinrent pas. Certains auraient préféré un procès. Mais personne ne fut surpris. C'était la fin d'une guerre longue, sanglante et très personnelle. Hitler reçut la nouvelle le 30 avril. Le même jour, il se suicida. Pour lui, ce qui était arrivé à Mussolini était un signe. La fin était imminente. Avec la mort du Duce, tout son projet s'effondra. Ce qui restait de son gouvernement disparut en quelques jours. Certains s'enfuirent, d'autres se rendirent. L'Italie fut laissée en ruine, sans chef, sans certitude, mais avec quelque chose de nouveau devant elle. Mussolini ne mourut pas dans un palais, ni au combat. Il finit au bord d'une route, exécuté par des Italiens. Son corps pendu sur une place fut plus qu'une image. Ce fut une réponse brutale, directe, sans cérémonie. Et avec cela, une étape se referma. L'ombre de Mussolini dans l'Italie actuelle. La guerre était finie. Mussolini était mort. Mais sa figure ne disparut pas. Tandis que l'Italie tentait de se reconstruire, son souvenir continuait de planer. Non seulement dans les livres ou les discours, mais aussi dans les décisions, dans les gestes, dans ce qui n'était pas dit. Après le conflit, il y eut des procès et des punitions. De nombreux anciens fascistes furent arrêtés, mais tous ne payèrent pas. En 1946, une loi signée par le ministre de la Justice Palmiro Togliatti permit à beaucoup d'être libérés. L'idée était de cicatriser les blessures, mais cela laissa aussi des comptes en suspens. Beaucoup reprirent des fonctions sans avoir rendu de compte. Pendant un temps, le fascisme fut traité comme une honte nationale. Dans les écoles, on en parla comme de quelque chose qui ne devait pas se répéter. Dans les journaux, il fut condamné. Mais dans certaines régions du Nord, surtout là où le régime de Salo avait été le plus présent, des hommages commencèrent à apparaître, des livres qui le défendaient, des réunions privées qui maintenaient le mythe vivant. Cette même année, certains anciens fascistes formèrent le mouvement social italien. Pendant des années, ce fut une petite force, mais avec une idée claire,
montrer Mussolini comme quelqu'un de trahi, pas comme un dictateur. Ainsi commença une autre façon de regarder cette histoire. Avec le temps, le Duce réapparut dans des films, des séries, des romans. Parfois comme un méchant, d'autres fois comme une figure ridicule, et aussi comme un symbole de quelque chose de plus complexe. En 1957, sa dépouille fut enterrée à Predapio, son village. Depuis lors, cet endroit devint une étape pour les curieux, pour les partisans, pour ceux qui ne savaient pas encore bien quoi penser. L'Italie devint une république en 1946. 2 ans plus tard, elle adopta une nouvelle constitution. Il y fut clairement établi que le fascisme n'avait pas sa place. Son retour fut interdit, les droits fondamentaux furent protégés, on tenta de marquer une distance. Mais les symboles, les idées, les gestes ne disparurent pas avec une loi. Ils restèrent en mémoire. Parfois, ils revinrent déguisés. Au fil des ans, le pays discuta maintes et maintes fois de la manière de parler du passé. Certains pensent qu'il vaut mieux continuer à se souvenir. D'autres croient qu'il est temps de laisser cela derrière soi. Mais les discussions reviennent, changent de forme, apparaissent dans les médias, sur les réseaux, dans les campagnes. Mussolini ne divise pas seulement par ce qu'il a fait, mais aussi par ce qu'il représente. Le contrôle sans limite, l'usage de la peur, la voix unique. De temps en temps, sa figure réapparaît dans les débats, dans les marches, dans les commentaires. Non pas parce qu'il revient, mais parce qu'il n'est jamais parti complètement. Aujourd'hui, près de 100 ans après son arrivée au pouvoir, l'Italie vit toujours avec son ombre. Les noms ont changé, les époques ont changé. Mais certaines questions restent ouvertes. Que faire de ce souvenir? Comment éviter qu'il ne se répète? Comment enseigner ce qui s'est passé sans le réduire à un simple passé? Benito Mussolini arriva au pouvoir sans vote ni élection. Il le fit avec violence, peur et le soutien de ceux qui voulaient freiner les changements sociaux. Pendant plus de 20 ans, il fut la figure principale du pays. Son visage était partout. Sa voix était la seule que l'on entendait. Sous son commandement, l'Italie connut des persécutions, la censure et le silence. Le régime fasciste ne tomba pas à cause d'une révolution ni d'une invasion étrangère. Ce furent ses propres alliés qui décidèrent de le destituer. Vint ensuite son enfermement, son sauvetage par les nazis et la création d'un second gouvernement au nord. Mais plus rien n'était comme avant. Cette nouvelle étape n'apporta que plus de violence, plus de répression et une guerre entre Italiens. Mussolini finit par fuir, fut capturé par des partisans et exécuté sans procès. Son corps fut exposé sur une place, ainsi se termina son histoire. Mais le souvenir ne disparut pas. Dans les années suivantes, beaucoup de ses anciens partisans revinrent à la vie publique. Certains tentèrent de le montrer comme un leader mal compris, d'autres comme un symbole qui devait être oublié. Ce documentaire montra tout ce parcours, de son ascension violente, l'usage de la peur pour se maintenir au pouvoir, jusqu'à sa chute, sa mort et ce qu'il laissa derrière lui. Une histoire qui est toujours discutée en Italie et qui continue de rappeler ce qui se passe quand un seul homme concentre tout le pouvoir.